Federer, Nadal, respectivement 10, 11 heures de sommeil. Usain Bolt, 10 heures de sommeil. LeBron James, 12 heures de sommeil. Ronaldo, 9 heures de sommeil. Ils ont quand même des temps de sommeil au-dessus de la moyenne. J'ai vu chez les footballeurs que décaler d'une heure l'horloge biologique, en tout cas entre la semaine et le week-end, avait déjà un impact sur la performance. Si tu veux aller te coucher 2 heures plus tôt pour recharger les batteries pour aller faire ton Ironman le lendemain, bien ça va pas marcher. C'est pas parce que tu souhaites voyager que si tu vas 2 heures avant la gare, partir à 2 heures plus tôt. Pas après 14 heures le café, le thé ou le coca. Et après on va voir les fameux écrans aussi qui vont perturber le sommeil, ce qui est plutôt un fléau. On va bouger une quarantaine de fois par nuit. Les études actuelles sont plutôt en train de dire que les matelas modérément fermes sont ceux qui apportent un meilleur sommeil. Avant c'était pratiquer du sport mais pas le soir, maintenant c'est pratiquer du sport, point. Chez les gens qui sont plutôt anxieux, grâce à cette dopamine, on va réussir à lutter naturellement contre l'anxiété et favoriser l'endormissement. Les hormones du sport, il y en a plein de bonnes dedans, il faut continuer surtout. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup parler d'énergie. Effectivement, on va parler d'un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, j'ai lu beaucoup de livres, je vous parle aussi de mes petites expérimentations, je vous parle aussi de quand est-ce que je change d'oreiller, quand je change de matelas. C'est un sujet qui me passionne, c'est tout simplement le sujet du sommeil, parce que vous le savez très bien, on détruit un petit peu son corps quand on s'entraîne et on le reconstruit, on récupère tout simplement pendant qu'on dort, et c'est du coup un sujet clé pour les sportifs. Les sportifs d'ailleurs de haut niveau en parlent très souvent, de plus en plus, la parole se libère. C'est un sujet qui revient sur le devant de la scène de manière très récurrente. On revient aux basiques de la récupération, mais c'est parfois un petit peu négligé pour nous, les sportifs amateurs, où on n'a pas toujours un budget énorme à consacrer. On a aussi des vies de famille, une vie professionnelle bien remplie, et des fois on prend pas le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qu'un bon sommeil et comment est-ce que je pourrais améliorer ma qualité de sommeil. Et c'est pour ça que, mais du coup avec Wopilo, que je connais maintenant depuis un certain moment, on a décidé de faire un épisode qui soit vraiment dédié au sommeil du sportif. Alors bien sûr, on va parler de troubles du sommeil, de l'apnée du sommeil, d'insomnie aussi, mais on va aussi parler de qu'est-ce que c'est qu'un sommeil réparateur et qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil, afin qu'on puisse tout simplement mieux dormir et progresser un petit peu dans notre pratique sportive. Et pour cela, je me suis entouré d'un docteur spécialiste du sommeil en la présence de Rémi Lombard. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, je suis ravi de te recevoir. Comme je le disais à l'instant, le sommeil, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet que je trouve un petit peu fascinant, un peu mystérieux aussi, de comprendre le processus physiologique qui se passe. J'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses pendant notre sommeil. On pourra en reparler. Peut-être juste avant qu'on attaque un peu le vif du sujet, moi j'aimerais comprendre ton métier, parce que tu es médecin spécialiste du sommeil. Et même avant ça, en préambule, est-ce que tu pourrais te présenter ? Alors, Rémi Lombard, moi je suis médecin spécialiste du sommeil, comme tu viens de l'expliquer. Au départ, j'ai un cursus universitaire de médecine conventionnelle. Et au cours des stages et des rencontres, j'ai rencontré des passionnés qui m'ont fait passer d'autres diplômes complémentaires, un diplôme interuniversitaire des troubles du sommeil, un diplôme universitaire de la prise en charge de l'insomnie, et d'autres encore. Donc je me suis vraiment plongé corps et âme dans la prise en charge des troubles du sommeil, et comme toi, je trouve ça fascinant. Et j'ai l'impression de ne pas encore en avoir fait le tour, alors que je ne fais que ça au quotidien. Et du coup, au quotidien, tu accompagnes des patients ? Alors oui, moi, ma partie, c'est effectivement d'accompagner des personnes qui se plaignent de leur sommeil. Alors je vois de tout type de plaintes, les personnes qui dorment trop, les personnes qui dorment trop peu, ceux qui dorment, on va dire, une durée normale, mais par contre qui se plaignent d'avoir un sommeil non réparateur. En tout cas, des personnes qui sont en difficulté ou vis-à-vis de leur nuit ou de leur journée parce que leurs nuits n'ont pas été bonnes. Ok. Mais écoute, ça a l'air passionnant. On va beaucoup apprendre aujourd'hui. Juste avant de commencer l'interview avec Rémi, je voulais remercier Wopilo, notre partenaire du jour, pour cet épisode. Si au fil de l'écoute, vous aimez les conseils de Rémi, sachez que vous aimerez probablement les produits de Wopilo fabriqués en France. Si vous souhaitez découvrir la marque, le lien est en description et il vous offre 10% avec le code EXTRA10. Bon épisode. Je te pose la question un petit peu ironique, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un excellent sommeil quand on est médecin du sommeil ? Non. Je te dirais que je dors plutôt bien en dehors des nuits perturbées par les enfants, je pense comme tout parent, ou alors en dehors de certains entraînements un peu trop tardifs, mais je pense qu'on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Tu l'as mentionné, tu vois aussi des gens qui dorment bien, mais qui n'ont pas un sommeil réparateur. Et c'est vrai que j'ai pas un très très bon sommeil, moi. Je fais partie des gens peut-être un petit peu angoissés, un peu anxieux, où je peux me réveiller en pleine nuit. Ça m'arrive. Je suis sensible à la pleine lune aussi,
digression peut-être que je te poserai tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on va appeler un sommeil réparateur aujourd'hui ? Alors, un sommeil réparateur, c'est globalement, lorsque l'on se lève le matin, on est en forme, on a l'énergie suffisante pour avoir une activité correcte, on ne se sent pas en difficulté, on ne se sent pas, alors on va dire, utiliser le terme fatigué, mais surtout somnolent. La somnolence peut revêtir différentes formes. Alors, on connaît tous le papy qui pique du nez à la table pour la forme la plus sévère, mais on va aussi avoir une somnolence au travers de difficultés pour se lever le matin. On va mettre 1 à 2 heures à émerger de ce brouillard, ou alors on va avoir l'impression d'être dans le flou toute la journée, une impression de déréalisation, de dépersonnalisation qu'on peut retrouver chez les gens qui sont en grande privation de sommeil ou avec une qualité de sommeil insuffisante. Ça, on appelle ça, si on veut aller dans le détail, la somnolence diurne non impérative. Voilà, il y a des termes, mais en gros, on est dans le brouillard. C'est ça l'idée. Okay. Donc, on va. L'objectif, quand on a un bon sommeil, c'est qu'on ne rencontre pas ça, on n'est pas en difficulté et on est en forme toute la journée. Donc, l'absence de brouillard induit un sommeil récupérateur et la conséquence, est le signe d'un sommeil réparateur et de bonne nature. Tout à fait. Ok. Est-ce que ça se mesure scientifiquement ? Le brouillard ou au contraire la qualité du sommeil ? Alors, la somnolence va se mesurer de manière subjective par des tests. Le plus connu va être l'Epworth. Et ensuite, on va avoir des tests objectifs qu'on appelle des tests de maintien d'éveil pour évaluer la capacité à lutter contre la somnolence. Ou alors, pour évaluer de façon diagnostique une somnolence qui est trop pathologique, on a des tests itératifs des latences d'endormissement, mais là, on rentre vraiment dans des prises en charge très spécialisées. Ok, donc on est avant tout sur quand même du ressenti du patient. Tout à fait. Donc c'est très personnel et donc le sujet du sommeil de manière générale est un sujet très personnel. Très personnel et très répandu surtout. Oui, ouais, j'imagine. Est-ce que tu m'as pas mentionné de sommeil profond, de sommeil paradoxal encore, ou des différentes phases du sommeil. J'ai envie de t'amener sur ce sujet-là petit à petit, et notamment de comprendre leurs importances respectives, notamment pour les gens qui pratiquent le sport. Est-ce que ce sont des sujets que tu vas rapidement aborder avec justement les personnes qui ont des difficultés du sommeil ou du trouble du sommeil? Est-ce que tu vas tout de suite différencier les différents types de sommeil ou pas du tout? Alors, disons qu'en arrière-plan, je vais systématiquement l'étudier chez presque tous mes patients quand il va y avoir une plainte de sommeil. Ça, au travers d'examens très spécifiques que l'on appelle l'enregistrement vidéo polysomnographique. Okay. Mais c'est pas quelque chose que je vais forcément aborder à la première consultation avec les patients. Ça viendra ça vient assez facilement plutôt chez les personnes qui souffrent d'insomnie. On va beaucoup plus loin dans l'explication de la pathologie, mais c'est pas quelque chose qu'on explique systématiquement. Toutefois, ça reste effectivement la base du sommeil, c'est sa répartition en stade de sommeil, comme tu le mentionnais. Si tu veux que j'aille plus loin, on y va. Je veux bien que tu les réexpliques, parce que pour moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc je pense maîtriser, mais je serais toujours... Déjà, on a des auditeurs et des auditrices qui ne sont pas encore au fait de ces différents cycles, et je pense que c'est pertinent de bien définir les termes, tu vois, avant de rentrer un peu plus loin dans les précisions. Alors, on y va. L'idée, c'est globalement, on va avoir une succession de cycles de sommeil pendant la nuit. Chaque cycle va durer autour de 90 minutes. On va en avoir 3 à 6 par nuit. Un cycle va se composer de, en moyenne, 4 stades de sommeil. Le sommeil lent léger de stade 1, qui est juste une transition entre l'éveil et le sommeil. C'est un peu comme si tu passais la tête de l'extérieur de l'eau à sous l'eau. C'est ce petit passage. Ensuite vient le sommeil lent léger de stade 2. C'est son nom, le sommeil lent profond de stade 3. Et ensuite le sommeil paradoxal. Alors, les deux plus connus sont les deux derniers. C'est le sommeil profond. Le sommeil profond, celui qu'on va faire en début de nuit, on va avoir une durée qui est de 100 minutes, quel que soit le type de dormeur, court, moyen ou long. Sur l'ensemble d'une nuit ? Sur l'ensemble d'une nuit. Et sur ces 100 minutes... globalement, ce sommeil va être plus récupérateur sur le plan physique et sur la mémoire plutôt déclarative. D'accord. Ensuite, on a le sommeil paradoxal qui, lui, est pour le coup en proportion du temps de sommeil, autour de 20%. Et sur cette période-là, on va plutôt récupérer sur le plan psychique et, disait-on, sur la mémoire procédurale. Mais les dernières études disent qu'il faut bien la succession de ces étapes de sommeil pour avoir un bon sommeil. Je n'ai pas mentionné le sommeil lent léger de stade 2, sa fonction. Alors lui, on a un peu l'impression que c'est le ciment entre les différentes briques.
Et d'autres études commencent à arriver en disant que c'est plutôt un starter des autres stades de sommeil afin de les rendre plus efficients, plus efficaces. Et ce stade de sommeil, c'est justement le stade de sommeil où on est encore proche de la surface et où on peut avoir cette impression de ne pas dormir. Globalement, 50% des bons dormeurs ont l'impression de dormir en stade 2, et donc 50% ont l'impression de ne pas dormir. Et chez les mauvais dormeurs, on va plutôt être de l'ordre de 80%. Comment ça se traduit dans le salon à la maison ? C'est tu ronfles, pas possible, je dors pas. Bon, bah là, vous étiez en stade 2. C'est ça l'idée. Cette succession de stades et cette durée de stades vont avoir certaines normes au-dessus ou en dessous desquelles on va pouvoir dire qu'il y a peut-être certaines difficultés ou orienter vers certaines difficultés. Là, on va parler de macro-structure du sommeil. Et dans la micro-structure du sommeil, on va aussi avoir des éléments qui vont apparaître, les éveils, les micro-éveils, et ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin pour comprendre pourquoi on dort plutôt bien, plutôt moins bien dans la suite du podcast. Est-ce qu'on peut dissocier ces différentes phases de sommeil? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir un très bon sommeil profond, de très bonne qualité et long, et à l'inverse, avoir un sommeil paradoxal, beaucoup de moins bonne qualité, entre guillemets? Alors, quand on vient ajouter une pathologie du sommeil dessus, oui. Globalement, on va avoir beaucoup plus d'apnée du sommeil pendant le sommeil paradoxal. On va avoir moins de sommeil profond dans les insomnies. C'est pour donner une petite idée de là où se greffent les pathologies. Enfin, c'est un peu grossier, mais oui, on peut avoir ces différences dans la clinique. Tu as parlé de la récupération physique pour le sommeil profond. J'imagine par conséquent qu'un athlète de haut niveau ou même un sportif amateur peut avoir un intérêt à augmenter sa dose de sommeil profond. Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai pas envie de te répondre, mais je vais le faire sans rassurer. Non, l'idée, c'est pourquoi j'ai pas envie de répondre, c'est parce qu'il y a quand même une culture dans le sport qui est de vouloir tout optimiser, même son temps de sommeil en le diminuant. Et du coup, à essayer de le diminuer, à pousser certains stades, globalement, ça va pas bien se passer, c'est ça le message. Et oui, effectivement, pendant le sommeil profond, on va sécréter l'hormone de croissance. L'hormone de croissance qui va participer à la récupération musculaire. Alors, plutôt que de chercher à l'augmenter, il faudrait plutôt chercher à le conserver. Alors, pour l'obtenir de façon correcte, ce sommeil profond, il faut l'obtenir à des heures habituelles. Notre rythme de sommeil va être régulé par 2 éléments. 1, la pression de sommeil. 2, la pression d'éveil. Et de cette articulation entre ces 2 pressions, on va avoir un sommeil qui sera tout à fait adapté ou non. Je m'explique, lorsque l'on a, par exemple, un travailleur posté qui va essayer de dormir en rentrant de nuit à 7h du matin, eh bien, il risque d'avoir beaucoup moins de sommeil profond parce qu'il ne prend pas son sommeil au moment habituel. Et ces temps de sommeil seront plus courts. Donc le message, si un sportif veut optimiser son sommeil profond et son hormone de croissance, c'est d'avoir des rythmes de sommeil qui sont plutôt réguliers. Ça va avoir son importance. Mais toutefois, privilégier le sommeil profond sur un sportif, je vais être très très caricatural. Si l'objectif c'est d'avoir des gros muscles, mais de se priver de la partie où on récupère et où on enregistre et où on mémorise mieux les procédures, on va avoir des judokas avec des gros muscles qui savent pas faire de prise. Ce serait dommage. Donc c'est l'ensemble des troubles du sommeil, du sommeil qu'il faut privilégier dans ce contexte-ci. Ouais, bien sûr. Je trouve qu'on vit dans une société où on veut de plus en plus diviser, fragmenter. On le voit beaucoup dans la nutrition où tiens, je vais prendre du magnésium, je vais prendre du fer, je vais prendre un peu de collagène, et on oublie un peu que finalement la beauté de la vie, ça se passe dans l'ensemble et que tout est complémentaire et il faut pas chercher à dissocier les choses les unes des autres. Désolé, j'ai fait une digression. Non, mais alors je continue sur ta digression. Si tu regardes les études à l'heure actuelle sur le type de régime qu'il faut privilégier pour perdre du poids, on en revient à les mecs, faites ce qui se fait de mieux, suivez le régime méditerranéen. Il n'y a pas eu de science derrière, mais c'est ce qui marche le mieux, des produits du quotidien, des produits naturels. Donc on n'a pas cherché à suroptimiser l'alimentation et c'est ça qui marche très bien. Bien sûr. Tu mentionnais, on a rapidement mentionné le sommeil profond. Tu disais que ça se passe mal si on essaie de l'optimiser. Il y a des gens qui ont essayé d'optimiser leur sommeil profond. Oui. Je ne sais pas si on doit parler de tout ça, mais globalement, il y avait eu des études qui montraient qu'en injectant du son pendant le sommeil profond, on pouvait augmenter l'amplitude du sommeil profond. Et le substratum, c'était de se dire, si j'augmente l'amplitude de mon sommeil profond, probablement qu'il sera plus réparateur.
L'entreprise qui s'était lancée dedans, c'était Dream, sponsorisée par Xavier Niel. Et là, la société a fermé. Donc, elle a été rachetée, je crois, parce que par contre, le casque qu'ils avaient développé était intéressant pour les études. Mais il semble que ça n'ait pas rencontré son public et peut-être pas eu les résultats escomptés sur l'optimisation du sommeil profond. Ok, merci de partager ça. Donc, si je reformule, on a différentes étapes de sommeil. Chacune a un rôle particulier et précis. Effectivement, on pourrait penser que le sommeil profond est en tout cas le plus important d'un point de vue physiologique, physique pour les athlètes de haut niveau, mais en fait, il n'en est rien. Ça reste un ensemble qu'on doit chercher à optimiser. Comment on a parlé de bien dormir. Moi, j'entends souvent les heures avant minuit, elles comptent double. Et d'un autre côté, j'entends, oui, c'est plutôt la régularité qui va être importante. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui travaille de nuit, mais de manière très, très, très régulière, va mieux dormir que quelqu'un qui se couche tôt, mais de manière très irrégulière? Donc, c'est un peu ma question, mais qu'en est-il des heures avant minuit? Alors, j'adore cette histoire parce qu'effectivement, ça me crée plein de pathologies. J'ai plein de personnes qui souffrent d'insomnie en me disant « Mon Dieu, j'essaie d'avoir mes heures avant minuit, mais je m'endors jamais. » Globalement, les heures les plus intéressantes, ça va être... je m'exprime encore une fois très mal, mais dans les 3 premières heures du sommeil, c'est là où on va faire le plus de sommeil profond. Quelle que soit l'heure. Alors, on y vient, mais qui va donner cette impression d'être plus en forme. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que les premières heures de sommeil comptent double, mais entre guillemets, elles sont pertinentes si tu suis ton rythme biologique. Si tu es un couche-tôt, lève-tôt et que tu essaies de récupérer ton sommeil profond très tardivement, tu risques de t'en priver. Et à l'inverse, si tu es couche-tard, lève-tard et que tu vas te coucher à 21h, tu t'endormiras jamais et tu n'auras pas tes premières heures avant minuit. Donc l'idée, c'est pour obtenir ce sommeil, il faut l'avoir en se couchant aux heures à peu près régulières, habituelles. Donc c'est pas les heures avant minuit, c'est les 3 premières heures de son cycle quand on est régulier. D'accord, ok, très clair. Quelles sont tes consignes pour quelqu'un qui a un sommeil correct, tu vois, pour bien dormir? Ça va être quoi les grandes consignes qu'on peut donner à cette personne-là? La première, c'est la régularité. C'est vrai que j'ai pas répondu à ta question juste avant. Pourquoi la régularité, ou en tout cas l'irrégularité, peut poser problème? Je te propose d'aller prendre des exemples concrets que peut-être tu as vécu. Quand tu fais un voyage transatlantique, quand tu vas aux États-Unis, tu subis un décalage horaire dont tu peux mettre un peu de temps à te remettre. Tu es plus fatigué en soirée et puis tu vas te réveiller trop tôt pendant la nuit. Puis quand tu rentres en France, tu vas plutôt avoir du mal à t'endormir et des réveils un peu trop tardifs le lundi matin. Donc du coup, ce jet lag, on le ressent pendant plusieurs jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand, pour des besoins professionnels, tu te lèves tous les matins à 6 heures et le week-end, tu te lèves à 11 heures? Tu subis un décalage horaire de 5 heures, comme si tu avais traversé l'Atlantique et si tu étais allé aux États-Unis. Donc le besoin de régularité de l'organisme est important. Courir après son horloge biologique, ça fatigue et ça crée ce désordre dont les gens peuvent se plaindre. Donc le premier des conseils que l'on va donner, c'est d'essayer d'être régulier. On avait vu chez les footballeurs que décaler d'1 heure l'horloge biologique, enfin en tout cas entre la semaine et le week-end, avait déjà un impact sur la performance. Alors on va dire chez le commun des mortels, l'horloge biologique va tranquillement tolérer 2 heures de décalage entre la semaine et le week-end pour récupérer, mais pas plus. Donc là, les grasses mat jusqu'à 11 heures, c'est à éviter. Donc si tu te lèves à 6 heures la semaine, lève-toi à 8 heures le week-end. Ok. Merci, en tout cas, c'est un conseil super pratique. Je pense que les 2 heures, ça permet de jauger et de surtout pas trop culpabiliser, parce qu'on peut se dire, j'aime bien me coucher, je sais pas, à 23 heures d'habitude, et si je fais un petit écart à minuit et demi, ça va, c'est pas trop grave, ça reste, on va dire, marginal sur l'impact sur l'énergie. Tout à fait. Alors, comment j'ai essayé de gérer ce jet lag, on va dire ça comme ça, et pourquoi est-ce qu'il peut être difficile de s'endormir le dimanche soir? C'est souvent une question que les gens me posent, c'est pas de souci pour m'endormir, mais le dimanche, c'est le boulot, je m'endors pas. Quand on change de 3 habitudes, même s'ils gardent leur boulot, et je leur conseille de garder leur boulot d'ailleurs, on se rend compte qu'ils retrouvent un sommeil malgré tout le dimanche soir. Alors comment ça fonctionne? On vient là sur nos sportifs également. Globalement, quand on se lève à 7 heures et qu'on s'endort à 23 heures, on reste 16 heures réveillé. Pendant ces 16 heures, on consomme de l'énergie. Alors l'énergie de base, c'est l'adénosine triphosphate. Quand on la consomme, ça produit un déchet. Le déchet, c'est l'adénosine. Ces déchets s'accumulent dans le cerveau. Et il s'avère que ces déchets sont somnifères. Donc, quand tu te lèves à 7 heures, que tu te couches à 23 heures, grossièrement, tu as 16 heures de substances somnifères dans le cerveau, tu t'endors.
tu fais ta nuit, tu nettoies ce stock de déchets, tu te réveilles, tu es en pleine forme et tu n'as plus cette plainte de fatigue ou de somnolence. Maintenant, que se passe-t-il le dimanche matin si tu te lèves à 11h, 5 heures plus tard? Eh bien du coup, quand tu vas te coucher à la même heure, à 23h, tu n'as que 11 heures de substances somnifères dans le cerveau. Tu n'en as pas assez. Tu sais plus t'endormir. Ou si tu t'endors, ta nuit est fragmentée. Donc là, c'est aussi une des deux explications de la pression de sommeil où on ressent la somnolence et l'explication de si on se lève trop tard, pourquoi on ne sait plus s'endormir. Donc l'endormissement se gère, entre guillemets, dès le lever, si je puis m'exprimer ainsi. Là, le premier conseil, c'est ça, cette régularité avec l'explication. Les sports qui marchent bien pour augmenter l'adénosine, justement, il y avait eu des petites études sur le HIIT, le High Intensity Interval Training, désolé pour l'anglais, où globalement, comme c'est de l'effort très intense, on va avoir une déplétion du glycogène dans le cerveau pour le transformer en énergie rapide. Et cette déplétion va justement favoriser le sommeil. C'est un sport qui aurait tendance à favoriser le sommeil, sauf s'il est pratiqué juste avant d'aller se coucher, pour les petites explications. Donc là, la première, on va parler de régularité. On a dit ensuite d'aller se coucher lorsqu'on en ressent les besoins. C'est aussi une source de régularité selon l'activité que tu as eue la journée. Si tu as passé ta journée à regarder Pocahontas avec les enfants ou si tu allais faire un Ironman, tu n'auras pas les mêmes besoins de sommeil. Donc du coup, il faut adapter aussi son heure de coucher, il ne faut pas être trop strict là-dessus. Donc à ce moment-là, quand aller se coucher, quand ton horloge biologique te le signale, donc c'est les picotements dans les yeux, les bâillements, les pertes de tonus musculaire, les frissons. Et à quel moment elle va te le signaler, c'est assez régulier en général, ce qui signifie que si tu veux aller te coucher 2 heures plus tôt pour surrecharger les batteries pour aller faire ton Ironman le lendemain, eh bien ça va pas marcher. C'est pas parce que tu souhaites voyager que si tu vas 2 heures avant la gare, tu partiras 2 heures plus tôt. Tu vas juste rester sur le quai de la gare. Et ben c'est exactement pareil avec ton sommeil. Ton horloge biologique t'ouvre des portes vers le sommeil à des moments bien spécifiques et où tu vas le retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc la porte classique, c'est la porte du coucher. Et la deuxième, c'est celle dans laquelle on est, entre 13 et 15 heures pour la petite sieste. On va retrouver justement le sommeil un peu plus facilement et plus rapidement. Okay. Alors comment ressentir ces signes, comment éviter de se les pirater, parce que c'est un petit peu le problème à l'heure actuelle, c'est que souvent on me dit moi je sens pas ces signes, et les principaux éléments de l'environnement qui vont le perturber, ça va être les excitants. On va avoir les consommations de café, de thé, de coca ou les energy drinks. Ça aura tendance à rester jusqu'à 9 heures dans le sang. Donc pour un coucher 23 heures, eh bien, ça veut dire que 14 plus 9, il faut pas aller après 14 heures. Et le petit tea time de 16 heures, il peut être un peu délicat pour gérer l'endormissement derrière. Donc, on conseille plutôt pas après 14 heures le café, le thé ou le coca. Okay. Et après, on va voir les fameux écrans aussi qui vont perturber le sommeil, ça qui est plutôt un fléau. Enfin, pour le sommeil, mais pour la productivité, ça reste intéressant, bien sûr. Mais globalement, on reste des animaux diurnes. C'est la lumière du soleil qui va nous réguler. Tant qu'on est exposé à la lumière du soleil, on passe en mode jour, on est éveillé. Alors, comment ça se fait ? On a dans l'œil les cônes pour les couleurs, les bâtonnets pour les contrastes, et on a ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, qui sont donc juste des capteurs de lumière qui vont projeter dans l'horloge biologique dans le cerveau, que l'on appelle les noyaux suprachiasmatiques, qui eux vont dire jour-nuit, et qui vont permettre ou pas la sécrétion de mélatonine. Donc quand on est exposé à la lumière du jour, eh bien on passe en mode jour, on envoie l'hormone de l'éveil, le cortisol. Quand on n'est plus exposé, quand notre horloge biologique est bien réglée, on va commencer à sécréter l'hormone du sommeil, la fameuse mélatonine, et qui permettra de s'endormir et d'avoir un sommeil rapidement réparateur, en tout cas, et de le retrouver plus rapidement. Est-ce que je comprends, quand tu dis ça, que au-delà de même d'éteindre les écrans et d'éviter les écrans le soir chez soi, ça vaut aussi le coup de baisser un petit peu la lumière, d'avoir une lumière un petit peu plus tamisée, et est-ce que ça peut aussi favoriser, ou en tout cas plonger petit à petit dans l'endormissement ? Parce que tu vois, là on est dans un studio, il y a des bien visuels. Exposé. Là pour le coup ça réveille, mais tu vois, je m'imagine pas, il pourrait être 21h là, on s'en rendrait pas compte. Est-ce que ça vaut le coup aussi, de baisser un petit peu la lumière chez soi ? Il faut avoir une idée des ordres de grandeur d'intensité lumineuse, et quand je te dis attention aux écrans, c'est plutôt tablette, téléphone, ordinateur. La télé étant plus loin, elle aura moins d'impact.
sur les yeux. Sur notre horloge biologique. Globalement, alors, si on veut des ordres de grandeur, quand tu es face à ton ordinateur à 70 cm, à peu près, tu vas recevoir 300 lux d'intensité lumineuse, tandis que quand ta télé est à 2,50 m, 3 mètres, tu n'es plus qu'à 30 lux d'intensité lumineuse. Donc ton spot ou ta lumière ambiante, elle ne va pas être à la même distance, elle ne va pas être à la même intensité que ton téléphone. Et pour te répondre, encore une fois, sur le champ des sportifs, c'était l'équipe, je crois que c'était Monaco, j'ai un doute, qui avait joué sur les luminosités des vestiaires. Plutôt lumière bleue éveillante avant le match, lumière rouge plutôt apaisante en sortie de match pour éviter justement de stimuler le cortisol et plutôt essayer de favoriser la sécrétion de mélatonine derrière et rapidement ravoir des endormissements et éviter qu'il y ait des latences d'endormissement trop importantes après les matchs pour les récupérations quand ils les enchaînaient. Alors, ils avaient poussé loin le vice, si je dis pas de bêtises, ils se baladaient avec leur surmatelas. Quand ils allaient jouer à l'extérieur, donc, vous avez les 22 surmatelas dans le bus, ça prend un peu de place, c'est pour essayer de retrouver des conditions de sommeil proches de celles du domicile, quoi. Ok. Tu fais une superbe transition parce que je voulais justement arriver sur l'impact de la literie. Effectivement, on a été mis en relation par Wopilo et je suis curieux de savoir quel est l'impact positif d'une bonne literie, d'un bon oreiller sur la qualité du sommeil. Alors là, moi, ce qu'il faut que je te donne, c'est des réponses scientifiques. Bien sûr. Donc je pars là-dessus, j'oublie le côté marketing, désolé. Mais globalement, les études sur le sujet... Alors d'abord, il y a une histoire de fermeté. Les études actuelles sont plutôt en train de dire que des matelas modérément fermes sont ceux qui apportent un meilleur sommeil avec un endormissement plus rapide, moins de réveil la nuit et une durée de sommeil un peu plus longue. On parle en minutes, on ne parle pas en heures, bien sûr. Ensuite, par rapport au lit, on parle aussi de la thermorégulation. C'est ce qui va avoir une grande importance, donc la gestion de la température. C'est ce qui va jouer sur le confort et pourrait jouer subjectivement, par contre, sur la qualité de sommeil. Là, on est plutôt dans le subjectif et plus dans l'objectif. D'accord. Après, pour les personnes qui nous écoutent, si elles veulent des informations assez fiables, il y a l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui a édité une plaquette qui est... comment choisir sa literie, globalement, en fonction de ses besoins. Et donc, ce qu'on y retrouve, c'est déjà qu'une literie, ça change tous les 8 à 10 ans. Ok. C'est pas quelque chose que l'on sait tout... Enfin voilà, c'est pas forcément connu. Le professeur Damien Léger, qui a participé à l'édition de cette plaquette, avait fait une étude sur la taille du lit. La taille du lit a son importance, en fait. Globalement, on va bouger une 40aine de fois par nuit. Quand on dort à 2, ça fait 80 possibilités de se toucher et de se réveiller. Et donc, dans son étude, il avait montré que plus les lits étaient larges quand on dormit à 2, plus le sommeil était bon, moins il y avait de réveil et plus il y avait a priori de sommeil profond dans l'étude sur laquelle il avait trouvé, sur l'étude qu'il avait menée. Donc la taille du lit a son importance, le choix de la matière aussi, en fonction de nos allergies par exemple. Il y a des matières naturellement anti-allergiques, comme le latex, mais par contre le latex thermorégule un peu moins bien. Pareil, si on est allergique, il y a des choses à privilégier, plutôt éviter les sommiers tapissiers, favoriser les sommiers à latte, ce genre de choses. Ok. Donc intéressant de s'intéresser aussi aux matériaux pour voir si ça ne crée pas des allergies et si effectivement il y a une bonne thermorégulation. Écoute, pour le conseil de la taille, j'en parlerai à ma compagne parce que j'ai l'impression d'avoir des fois un petit pot de colle qui me suit toute la nuit. Donc je sais pas, j'ai l'impression que ça soit un 140 ou un 2 mètres, je sois aussi rapproché. Bref, en tout cas, merci pour cette précision. Je trouve que c'est hyper intéressant. J'avais entendu en plus que certains athlètes de haut niveau demandaient à ne pas dormir avec leur compagne ou leur conjoint avant des grandes échéances parce qu'ils trouvent qu'ils dorment un peu mieux. Donc ne créez pas de soucis dans votre couple. Ça reste quand même la plus grande source de bonheur qu'on peut avoir dans sa vie. Donc, mais en tout cas, c'est intéressant. Une rapide pause dans cet épisode pour vous parler du partenaire du jour, Wopilo. Vous le savez, le sommeil, c'est primordial. C'est tout simplement la base de votre récupération et donc de votre performance. Si vous dormez mal, vous performez mal. Et donc avoir une excellente
literie, c'est investir dans sa santé, dans son énergie et dans son bien-être au quotidien. Comme me disait un excellent médecin, investis dans d'excellentes baskets ou investis dans un excellent matelas, car si tu n'es pas dans l'un, tu es forcément dans l'autre. Whoopilo, c'est une marque française qui existe depuis plus de 8 ans. Il travaille avec des experts du sommeil comme Rémi, que j'accueille aujourd'hui, des kinés comme Major Mouvement, des ostéos, mais aussi avec des marins. Le tout pour concevoir des oreillers et des matelas vraiment confortables, ergonomiques et durables. J'adore d'ailleurs leur promesse, améliorer chaque nuit pour une vie plus épanouie. De mon côté, j'adore leur oreiller qui est ultra personnalisable. L'oreiller Whoopilo Plus s'adapte à mes besoins et à mes préférences de sommeil. C'est réellement l'oreiller sur mesure. Cela fait d'ailleurs plusieurs nuits que je dors avec et je trouve que j'ai un sommeil plus récupérateur. Donc si vous voulez retrouver le plaisir de bien dormir, je vous invite à découvrir Whoopilo et à faire leur quiz en ligne pour découvrir l'oreiller ou le matelas qui vous correspond le mieux. Whoopilo.com, ça s'écrit WOPILO. Je vous l'ai mis en premier lien dans la description de l'épisode. En plus, ils sont super sympas chez Whoopilo, ils nous offrent une remise de 10% avec le code EXTRA10. Donc vraiment, si leurs produits vous plaisent autant qu'ils m'ont plu, n'hésitez pas. Est-ce que y a des choses à l'inverse, tu vois, qu'il faut complètement éviter, tu vois, peut-être des choses qu'on voyait avant, des matériaux qui sont pour le coup avérés ou sur lesquels toi tu as eu beaucoup d'observations, que ça avait un caractère délétère chez les gens. Côté literie, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Hein. Non, j'ai regardé un petit peu les études là-dessus. Effectivement, on préfère plutôt la fibre naturelle, la fibre respirante, que ça soit sur le côté pyjama, parce qu'on n'y pense pas, mais voilà, le pyjama peut avoir son impact aussi. Mais j'ai pas de choses rédhibitoires sur le choix de la literie, sur le choix de l'environnement, si ce n'est de le changer régulièrement. Les gens s'en plaignent facilement, mais alors là, on n'est plus sur la qualité de sommeil, mais plutôt sur la douleur et la perte de l'alignement du rachis quand le matelas est trop ancien, trop creusé, avec un oreiller inadapté. Et là, on commence à avoir des aides sur la colonne vertébrale à cause du matelas. Et ça crée des problèmes. Donc plutôt, soyez vigilants au renouvellement de votre literie et au confort qu'elle vous apporte. C'est ça l'idée. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas recommander à quelqu'un qui se lève tous les matins, mais qui est en forme, mais qui a, tu vois, des douleurs dans le dos, des douleurs cervicales? Est-ce que on peut lui recommander des choses en particulier? Parce que je sais que c'est quand même le cas aussi souvent un peu les sportifs, on bouge aussi un peu dans la nuit, des fois on rejoue le match dans son sommeil. Donc moi, ça m'arrive souvent le matin, j'ai un peu le cou un peu endolori, les épaules un peu endolories. Il va falloir différencier les causes. Ouais, bien sûr. C'est une cause musculaire, les courbatures 48 heures après, tu pourras rien y faire, quel que soit le choix de ta literie. C'est ça le message. Après, non, les choses recommandées, c'est effectivement un alignement de la colonne vertébrale. Donc pour ça, il faut une matière qui absorbe bien les points d'impact. Alors on recommande plutôt les mousses, mais en même temps, les mousses ne durent pas dans le temps. Donc il faudrait plutôt les changer tous les 2 à 3 ans. Donc le matelas hybride est plutôt quelque chose qui est intéressant, avec les fameux ressorts en sachet, qui permet donc du coup, quand on dort à deux, de moins transmettre les mouvements au conjoint, et en même temps d'augmenter la durabilité du matelas, associé à une mousse qui te permet de garder un certain confort et justement de gérer les points de pression. Donc c'est plutôt pour les sportifs, c'est la gestion de ces points de pression. On sait que il y a plus de mouvements des suites d'un entraînement en raison de ces douleurs. Ok, hyper intéressant. Là encore, tu me fais une passe décisive toute prête. Est-ce qu'il y a des pathologies du sommeil spécifiques aux sportifs? On parle, tu vois, de plus en plus de bigorexie, de très longue distance. Tu as mentionné les Ironman, merci pour la référence. On vit dans des vies de plus en plus stressantes où on fait de plus en plus de sport aussi. Enfin, certains en font beaucoup. Est-ce que ça a des incidences sur le sommeil? Est-ce que ça a créé des nouvelles pathologies du sommeil qu'on ne connaissait pas avant? Parce qu'il faut être honnête, il y a peut-être, je sais pas, 40 ou 50 ans, personne ne faisait d'ultra trail, d'Ironman, et les marathoniens étaient quand même très rares. Donc, est-ce que tu vois des nouvelles tendances arriver qui sont des conséquences du sport et de l'activité physique? Alors, oui, et en même temps, on a des pathologies qu'on va rencontrer chez certains sportifs, et on va aussi avoir des conséquences du sport. Alors, une pathologie, on va pas parler de pathologie dans ce cas-là. Bien sûr. Une plainte fréquente des sportifs que je rencontre et qui est assez particulière aux sportifs, là, je trouve, c'est le problème de l'hydratation. Globalement, on va avoir faut pas oublier que quand on fait du sport, on transpire, on perd de l'eau et des sels minéraux, et on a pas mal de sportifs qui vont se réhydrater à l'eau pure.
c'est bien, hein, c'est mieux que l'alcool, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais globalement, il manque les sels minéraux, les osmoles, pour garder l'eau dans l'organisme et permettre de s'hydrater. Donc ça, c'est des gens qui me disent, les soirs de l'entraînement, par contre, je me lève 10 fois pour aller aux toilettes et en plus, j'ai toujours soif. Donc, ce qu'on conseille dans ces cas-là, c'est l'eau de Vichy. Ça va être plutôt l'eau de Vichy, ce qu'elle va apporter les bicarbonates, les sels, les osmoles qui permettent de bien s'hydrater. Donc, 1 à 2 verres. Hein. C'est aussi, on va retrouver à peu près les mêmes compositions dans les solutés de réhydratation après l'effort, sauf que c'est beaucoup moins sucré, beaucoup moins cher. Donc, ça peut être pas mal. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez spécifique, je trouve, du sport. Ensuite, on va avoir... Alors, dans les cas de figure, souvent, on me dit quand est-ce qu'on doit faire du sport. Alors pendant très longtemps, on s'était basé sur une étude qui avait montré que lorsqu'on faisait du sport le soir, eh bien ça altérait le sommeil. Donc pendant très longtemps, on a dit du sport, ok, mais le soir, surtout pas. Cette étude a été reprise et on a montré que les personnes de cette étude étaient en fait des personnes qui étaient des sédentaires, qu'on avait remis au sport et que l'on avait suivi que 3 mois. En fait, c'était juste les douleurs de remise à l'effort qui perturbaient le sommeil. Et quand on reprenait ces mêmes patients, enfin ces mêmes sujets, dans ce cas-là, ce n'est pas des patients, et ceux qui avaient continué avaient un sommeil qui était plutôt amélioré par rapport à avant la pratique du sport, quelle que soit l'heure. Et donc à tel point que la Fondation américaine pour le sommeil a fini par dire, a corrigé, avant c'était pratiquer du sport mais pas le soir, maintenant c'est pratiquer du sport, point. Alors à l'heure actuelle, avec certaines nouvelles pratiques très intenses, comme le HIIT, comme le CrossFit, on voit que l'activité physique très intense, tardive, va quand même avoir un impact sur le moment d'endormissement. Parce qu'on sécrète du cortisol, c'est ça ? Alors, il peut y avoir la sécrétion de cortisol, et hormis ça, tu vas avoir une augmentation de la température corporelle. Pour t'endormir, tu as besoin d'une baisse de 1,5 degré de température à peu près. Sauf que quand tu commences à bien monter dans les tours, tu as bien chaud, tu transpires bien, tu sors de là, tu peux pas rentrer dans le lit avec ta compagne en sentant la transpiration, tu reprends une bonne douche chaude dessus. Pour redescendre, ça peut prendre un peu de temps. Donc il y a ça, il va y avoir effectivement le cortisol qui va pouvoir jouer aussi dans cette partie-là, mais on va aussi la partie thermique. D'accord. Donc thermique, hormonal, l'adrénaline aussi. Dans les hormones, ça peut se sécréter sur les sports un peu intenses ou avec beaucoup d'intensité. Alors ça peut, bien évidemment, ça peut jouer sur le côté dynamique, mais attention, faut pas jeter la pierre au sport. Les effets bénéfiques du sport. 1, faites du sport, point, je le redis. 2, le sport, en fait, justement, par cette augmentation de température, il va... Comment expliquer ça ? On va avoir un plus grand delta entre la température de base et la température d'activité physique et la température qui permet d'endormir. Donc en augmentant la température, on va accélérer la chute et cette thermolyse va favoriser aussi le bon sommeil, ça va en participer. Tu parlais des hormones sécrétées pendant le sport, on va avoir l'endorphine qui est quand même une hormone qui est proche de la morphine, qui va procurer un certain plaisir. On va voir aussi la dopamine qui est du coup l'hormone par essence du plaisir, qui va aussi avoir un effet anti-fatigue. Donc ça veut dire que même si tu as une maladie, quelle qu'elle soit du sommeil, eh bien pratiquer une activité physique va te permettre de te sentir mieux et plus en forme grâce à cette dopamine. Chez les gens qui sont plutôt anxieux, eh bien grâce à cette dopamine, on va réussir à lutter naturellement contre l'anxiété et favoriser l'endormissement. Donc, les hormones du sport, il y en a plein de bonnes dedans, il faut continuer surtout. Ne surtout pas arrêter. Et puis il me semble, alors je retrouverai les sources, mais j'avais lu un article qui avait été publié par l'INSEP sur des triathlètes et des coureurs de demi-fond à qui ils avaient demandé de s'entraîner le soir. En fait, ils s'étaient rendu compte que c'était des athlètes qui avaient quand même une très très grosse capacité à redescendre dans les tours assez rapidement et que finalement les entraînements 19h, 20h ne les troublaient pas trop. Ouais. Au-delà, il me semble qu'il y avait des conséquences, mais plus on est sportif, plus a priori on est capable aussi de redescendre. Donc je suis pas étonné que des débutants soient doublement perturbés. Parce que le corps n'a pas l'habitude de redescendre vite, et puis qu'en plus, il y a le gène des courbatures, quoi. C'est ça, les douleurs qui vont l'accompagner. Alors après, pour les pathologies plus spécifiques du sportif, je ne sais pas si tu voulais venir sur le sujet, mais c'est le surentraînement. Là, le surentraînement, lui, va avoir un impact sur le sommeil, et le sommeil va aussi avoir un impact sur le surentraînement. Alors, tu peux expliquer ? Alors, globalement, les grosses périodes d'entraînement de haute intensité sont favorables dans un programme d'entraînement avec l'objectif d'arriver à un dépassement de nos capacités pour augmenter la récupération, un dépassement fonctionnel.
on va sur-récupérer pendant le sommeil et ça va permettre d'affronter plus facilement l'effort sur lequel on était juste avant. Dit autrement, je vais soulever une grosse charge, la charge qui va me blesser, et bien pendant mon sommeil, mon hormone de croissance va réparer la fibre qui a été blessée, elle va la sur-réparer pour pouvoir porter cette même charge beaucoup plus facilement la fois prochaine. Surcompensation. Surcompensation, exactement. Sauf que le problème, si on n'a pas le sommeil adéquat derrière, eh bien du coup on va avoir une fibre lésée, puis le lendemain je garde la même activité, je ne l'aurai pas assez réparée, je vais la reléser et ainsi de suite sans jamais pleinement la réparer. Donc on va arriver dans le dépassement non fonctionnel et si on continue, on va arriver là dans le surentraînement. Et le surentraînement va se traduire par plus de blessures, plus de fatigue, d'irritabilité, de dépression. Et il y a pas mal d'études qui montrent avec un temps de sommeil au lit identique, un temps au lit identique, un temps de sommeil beaucoup plus court. Ce qui veut dire que ces personnes en surentraînement, l'un des premiers signes pourrait être justement les difficultés endormissement, les réveils avec du mal à se réendormir, la fatigue et la somnolence. Donc le sommeil, un mauvais sommeil va favoriser le surentraînement et le surentraînement va aussi favoriser un mauvais sommeil, enfin dans les études actuelles en tout cas. Ah ouais, donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'il faut éviter. Dans lequel il faut éviter de rentrer. Donc parfois, il y a aussi cette culture de il faut que je m'entraîne tous les jours. Eh bien non, il faut dormir correctement tous les jours et ne pas oublier de ménager des temps de récupération adaptés à la charge d'activité physique. Écoute, merci pour ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, en tout cas parmi les auditeurs et les auditrices d'Extraterriens, où on peut avoir un petit côté à vouloir s'entraîner un petit peu plus et souvent on oublie au moment où on augmente la charge d'entraînement qu'il va falloir augmenter la charge de récupération aussi et on pense que à l'entraînement et on oublie effectivement l'autre facette. Donc tu fais bien de le rappeler et surtout de bien l'expliquer. Donc ça marche très bien. Est-ce qu'un sportif a besoin de dormir plus en moyenne qu'une personne normale ? Alors, c'est difficile à dire. Globalement, dans les études, avec de l'entraînement chronique, on note plus 10 à 25 minutes selon les études de temps de sommeil chez le sportif. Et à côté de ça, tu regardes Federer, Nadal, respectivement 10, 11 heures de sommeil, Usain Bolt, 10 heures de sommeil, LeBron James, 12 heures de sommeil, Ronaldo, 9 heures de sommeil. Tu dis, ils ont quand même des temps de sommeil au-dessus de la moyenne. Donc, et c'est des sportifs de haut niveau. Donc, théoriquement, seulement plus 10 à 25 minutes. Voilà. Ouais. Mais c'est peut-être ce qui fait la différence entre les grands champions et les champions. C'est ça. Ok, hyper intéressant. Je savais pas que justement il y avait, que tu avais observé toi un peu de manière empirique des temps de sommeil plus grands avec des personnalités très célèbres du sport, quoi. C'est ça, ceux qui en ont fait part en tout cas. C'est parce que justement, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même cette culture de je veux faire plus avec moins de sommeil chez les sportifs. Et c'est bien que des sportifs comme eux disent non, le sommeil c'est important dans la récupération. Surtout, ne le diminuez pas. De toute façon, c'est une catastrophe. Je crois qu'autour de 5 heures de sommeil, le risque de blessure s'est multiplié par 4,5. Et autour de 7 heures, on est quand même encore sur un taux de blessure autour de 1,7 fois par rapport à quelqu'un qui dormirait 8 heures. Enfin, tu vois, le sommeil, ça évite la blessure aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec le médecin de l'équipe de France junior de football. Il me disait, c'est pas compliqué. L'année où ils ont des enfants, ils se blessent tous. Enfin, parce que du coup, le sommeil est altéré et fragmenté. Il y a plus de blessures. Écoute, merci de partager ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que il y a des différences de sommeil entre les hommes et les femmes ? Là, je prends j'aimerais bien avoir l'angle un petit peu du sportif et la sportive. Les sportifs sont souvent oubliés dans les études scientifiques. Il y a beaucoup d'études sur les athlètes masculins et un peu moins sur les athlètes féminines. Ce que je regrette. Bon, j'espère que ça change. Mais est-ce qu'au niveau du sommeil, on voit des écarts ? Alors là, je vais citer une étude qui commence à dater. Ils avaient montré, je crois que c'était de l'ordre de 15% de demande de l'équipe sportive sur le sommeil auprès du staff médical pendant les JO de Sydney en 2000. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait exactement la même demande en 2004 à Athènes. Alors, on avait incriminé au départ le jet lag, mais pas forcément. Ça veut dire qu'il y avait des plaintes de difficultés d'endormissement chez quand même 15% des sportifs dans les deux. Donc, certaines études se sont intéressées un peu plus spécifiquement à ce sujet et ont montré qu'il y a par sport quand même
des personnes qui sont plus sujettes aux insomnies, aux difficultés d'endormissement. Et c'était plutôt les sports avec une grande composante esthétique. Donc, tout ce qui était patinage, tout ce qui était danse au JO. Et plutôt, là, ils avaient marqué chez les femmes une plus grande propension à l'insomnie que chez les hommes. C'était la chose qui avait été marquée. Là, je parle chez le sportif. Maintenant, spécifiquement... Merci, je n'étais pas du tout au courant de ça, donc merci pour cette info. Très intéressant. Ils en ont déduit quelque chose ? Excuse-moi, je te coupe, mais... Non, voilà, pour le coup... C'est juste qu'il y a un lien de causalité, mais on n'a pas... C'est ça, c'était retrouvé plutôt dans ces disciplines-là, plutôt chez les femmes. Mais voilà, on n'a pas, j'ai pas vu plus d'infos sur le sujet. Ok, excuse-moi. Par contre, en pathologie, effectivement, les hormones féminines vont avoir un impact sur le sommeil. On va avoir des grandes périodes où ces hormones sont perturbées, notamment la grossesse, notamment la ménopause, et on va pouvoir voir justement sur certaines pathologies des choses qui vont émerger plus rapidement ou plus tardivement que chez les hommes à cause des hormones du coup. Et le cycle menstruel aussi a un impact sur la qualité du sommeil. Oui, c'est un impact. C'est pas super étudié. J'ai pas vu énormément d'études passer, mais oui, effectivement, si ça perturbe pendant la grossesse et la ménopause, ça doit le jouer normalement aussi pendant le cycle. Et il y a beaucoup de femmes qui vont pouvoir se plaindre effectivement de migraines juste aux périodes du cycle, de transpirer juste aux périodes du cycle et de se réveiller un peu plus juste aux périodes du cycle aussi. D'accord, ok. Donc bon, on manque encore d'infos, donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager, ça nous fera plaisir. Est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut accumuler du sommeil ? Est-ce qu'un sportif peut accumuler du sommeil ? Je t'en parle parce que je vais te donner un exemple très concret qui va parler, je pense, à beaucoup d'athlètes qui nous écoutent. La veille des compétitions, on dort très mal. J'ai entendu une interview de Raphaël Varane qui disait qu'avant la finale de la Coupe du Monde, il avait fait une insomnie. J'ai les souvenirs aussi de Marie-Josée Pérec qui dit qu'elle était particulièrement angoissée les veilles des finales. Et pardon ? Je crois que c'est 38 à 78% des athlètes qui se plaignent d'insomnie la veille des grandes étapes, quoi. Ouais, donc ça fait peur. Enfin, c'est énorme. Je le vis. Alors à mon humble niveau, je ne suis pas une grande championne, je ne suis pas un grand champion, mais la veille d'une course importante, je dors très mal. Donc moi je me dis tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je dorme mieux les 15 jours avant ? Est-ce que je peux accumuler un peu du sommeil ? J'ai entendu parler de dette de sommeil aussi plutôt du côté négatif, mais est-ce qu'on peut en accumuler positivement ? Non. Alors maintenant, l'explication. Quand ton portable est chargé, si tu le remets en charge, tu vas pas le charger à 120%. C'est pareil pour notre organisme. Je reprends l'explication qu'on s'est donnée tout à l'heure. Tu as vidé ton stock d'adénosine triphosphate, tu as fait un stock d'adénosine, tu l'as nettoyé pendant la nuit, tu es en forme le matin. Tu peux pas nettoyer d'avance ce que tu n'as pas produit. Donc, tu peux pas stocker du sommeil à l'avance, entre guillemets. J'exagère, mais en fait, c'est mécanique, c'est chimique, tu peux pas faire par avance. Par contre, ce que tu peux faire, c'est plus facilement l'absorber en ayant une hygiène de vie tout à fait correcte sur les 15 jours, 3 semaines précédents. Et oui, ça peut impacter une privation de sommeil la veille d'un gros événement, mais ça impactera nettement moins si tu as eu un parcours qui était propre jusque-là. Et de toute façon, 38 à 78%, je crois, des athlètes qui s'en plaignaient, ça veut dire que t'es pas le seul, quoi. C'est presque tout le monde va partir avec le même capital sommeil. Ouais. Mais tu vois, je serais curieux, toi qui mentionnais LeBron James, Usain Bolt et d'autres, avoir des temps de sommeil moyens très élevés, en tout cas supérieurs à la moyenne des gens. Je serais curieux de savoir, eux, dans leur lit, comment ça se passe la veille d'une finale olympique, parce que je pense que c'est une grosse capacité, une grosse qualité de pouvoir bien dormir la veille d'un événement comme celui-ci. Alors, je pense que le sommeil s'entraîne, par contre, à trouver. C'est pas je pense, c'est quand on a la chance, j'habite à Dunkerque et je travaille à Dunkerque, et donc du coup on a quand même quelques champions de voile et de course hauturière, donc avec qui on a quelques retours sur le sommeil. En fait, le sommeil le plus extrême reste le sommeil du navigateur sur les temps de sommeil. Et donc, du coup, globalement, le temps moyen, c'est 5 heures de sommeil avec des siestes de 5, 10, 20 minutes jusqu'à 1h30 en fonction des moments. Et ils travaillent leur capacité à s'endormir assez rapidement. Alors, quand ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas dormi, il n'y a rien à travailler. Hein. Enfin, ils se posent, ils tombent. Malgré la houle. C'est ça. Alors,
petite digression, avec Wopilo, on a accompagné justement le Sleep Sailing Lab, un bateau qui partait sur une course transatlantique avec un laboratoire de sommeil intégré et un polysomnographe à l'intérieur, donc pour enregistrer le sommeil des navigateurs pendant cette course. Et alors, qu'est-ce que tu as observé, ouais. Alors, ce qui était déjà intéressant, c'est que quand tu lis un enregistrement à la clinique, eh bien, t'as pas un bruit, c'est silencieux, t'entends peut-être un ronflement. Là, t'entends le bruit de l'eau sur la coque, t'entends le vent, les sifflements, t'entends les winches. Ouais, c'est ça, t'entends les winches au-dessus. Pour quand il est en train de rehisser sa voile. T'entends pareil, ça claque de partout et ils doivent dormir dans un environnement qui n'est pas posé à plat mais complètement gité et toujours en train de bouger. Alors c'est très intéressant parce qu'on parlait de l'horloge biologique, on voit qu'elle est très puissante cette horloge biologique parce qu'elle détermine aussi quand tu dors la journée les stades de sommeil que tu vas avoir. Et globalement, si on m'avait donné leur enregistrement sans me dire dans quel contexte ils étaient, j'aurais pu dire qu'ils avaient une maladie qui s'appelle la narcolepsie, si tu veux, tellement ils arrivaient dans certains stades de sommeil très très vite, comme une personne qui avait une narcolepsie. Mais là, c'était juste la conjonction de la privation de sommeil et le fait que le sommeil était de jour et pas de nuit à cette période-là. Donc on a vu qu'effectivement, il y avait pas mal de micro-éveils. Bah oui, ça tape, ça bouge, il y a du bruit. Quand ils étaient dans l'hémisphère sud, il faisait hyper chaud, donc ils étaient perturbés par la chaleur également. Voilà, on a toutes ces informations-là. Et on a effectivement aussi, ils avaient fait des prélèvements salivaires de mélatonine qui ont peu donné d'informations et des prélèvements salivaires de cortisol. Et ce qui était assez impressionnant, c'est que du coup, on voyait, selon les deux navigateurs, je crois qu'il y en avait un seulement sur les deux qui avait un énorme pic au départ, ce qui peut s'entendre, et l'autre qui, à un moment, a un gros pic en plein milieu de l'aventure, on ne sait pas pourquoi, et il nous l'explique le lendemain. Globalement, ils sont au milieu de l'Atlantique et ils se rendent compte qu'ils prennent l'eau par un safran. Donc, ils sont à plusieurs journées de la Terre et ils ne savent pas comment réparer. Et donc là, on voit justement le cortisol qui explose en plein milieu, et là, les troubles du sommeil qui peuvent apparaître aussi. Enfin, voilà, c'était pour la petite digression sur les conditions de sommeil également, et sur le côté sieste et besoin de sommeil, et comment l'obtenir, quoi. Mais en tout cas, c'est passionnant, et je sais que tous les marins maintenant deviennent vraiment des spécialistes du sommeil, presque tous. Tiens, est-ce que toi qui les as rencontrés, qui les as étudiés, est-ce qu'ils ont des petits exercices pour s'entraîner à dormir ? Il me semble que dans l'armée américaine, il y avait eu un protocole pour apprendre aux militaires à s'endormir le plus vite possible et un peu particulier avec une espèce de cohérence cardiaque, un scan corporel, ce genre de choses. Que font les marins ? Alors, globalement, alors c'est marrant, c'est pas forcément ce que je préconise en premier, mais c'est ce qu'ils font. Il y a plutôt pas mal de ce qu'on appelle d'imagerie mentale. Alors, mais ça veut dire refaire une scène, refaire un tableau, quelque chose de fini, non stressant et agréable. Alors, c'est quelque chose qu'on peut préconiser dans l'insomnie, mais spontanément, on les enverrait sur de la respiration, et c'est pas ça qui marche en premier chez eux. C'est plutôt donc, l'imagerie. Par l'imagerie, c'est se refaire une scène dans la tête, plutôt sympathique, agréable et finie. Donc, refaire la scène d'une plage où ils sont bien, et quelque chose d'un peu rituel, pour les faire partir très vite. Par contre, la respiration, c'est quelque chose de très efficace, puisque du coup, quand tu vas commencer à jouer avec ton diaphragme, tu vas jouer effectivement sur le nerf phrénique, qui va commencer à jouer sur les hormones, sur les sécrétions d'hormones du système nerveux autonome, et qui donc, mécaniquement, vont favoriser la détente. Mécaniquement, en favorisant la détente, vont pouvoir aussi favoriser le sommeil et l'entrée dans le sommeil. Donc la respiration, quel que soit le type, je ne sais pas si je devrais le dire, mais cohérence cardiaque, sophrologie, méditation, auto-hypnose, on va avoir les mêmes mécanismes, parce que c'est toujours le même nerf qui va jouer, en fait. Donc, Ah oui, donc des fois on entend la respiration carrée, où on inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes, on expire, on rebloque, etc. Finalement, c'est un peu tous la même chose, parce que c'est le même nerf qui est stimulé. Le même résultat. Alors moi, typiquement, je fais de l'apnée dynamique, donc en longueur et un peu en profondeur. Les préparations, je les fais avec des respirations carrées systématiquement. Tu vois, Ok. Bon, je me sens un peu... Merci de préciser ça. Je me sens un petit peu nul parce que j'avais écrit un post il y a 1 an à peu près où j'avais
dit pour chaque type de respiration quelles étaient les conséquences, mais si tu me dis que c'est un peu toujours la même chose, va falloir que je retravaille ce contenu. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un échange avec une chercheuse de l'Institut du cerveau de Liège, et dont le job, c'est de découper les grands courants, si tu veux, pour savoir si c'est du charlatanisme ou si c'est une avancée de la médecine pour les patients. Et donc, du coup, elle découpait les méditants, l'hypnose. Guillaume Néry a eu la chance de passer dans ses mains. C'est l'ancien recordman du monde d'apnée en profondeur. La transe chamanique aussi, elle avait étudié. Et en fait, elle expliquait qu'on arrivait aux mêmes modifications cérébrales par toutes ces voies, mais par des voies différentes au final. Donc, on arrivait sur une détente, en tout cas sur des modifications chimiques et cérébrales identiques. Bon, écoute, merci de le préciser, c'est génial. Tu as mentionné du coup imagerie, respiration. Est-ce qu'il y a d'autres conseils ou d'autres astuces pour s'entraîner à s'endormir rapidement? Alors, c'est gère ta journée, on a dit, l'heure de lever régulière, le coucher à des heures où tu ressens la fatigue et la somnolence. Globalement, la gestion des excitants, la gestion des écrans, l'activité physique, la gestion de la température et de l'environnement de la chambre. On préconise plutôt 18-20 degrés. Enfin, c'est plutôt 18-19, mais bon, on va aller jusqu'à 20 degrés. C'est des éléments à gérer, la luminosité que tu as dans la chambre. Maintenant, tu es en veille de compétition, tu n'arrives pas à t'endormir, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes dans ton lit au cas où ça vient, ou est-ce que tu sors? Moi, maintenant, je sors. Mais avant, j'essayais de rester, de me dire, allez, faut surtout pas, si je me lève, je vais m'exciter. Le danger à sortir du lit, c'est d'être tenté d'aller sur son téléphone ou d'être tenté d'aller regarder un écran, ce qui va être encore pire. Mais maintenant, j'ai un petit protocole, je sors du lit, je m'allonge, je lis un bouquin, je baisse la lumière et tout. Et c'est exactement ce qu'il faut faire et ce qu'on préconise à toutes les personnes souffrant d'insomnie. C'est-à-dire que quand tu commences à tourner dans ton lit, à cogiter là-haut, tu vas commencer à envoyer des hormones du stress. Les hormones du stress, le cortisol, on l'a dit tout à l'heure, c'est un éveillant, ça va pas te permettre de t'endormir. Donc quand on est à avoir ces hormones du stress, il faut sortir du lit, reprendre une activité calme pour aller penser justement même à quelque chose qui fasse baisser ces hormones du stress, jusqu'à ressentir à nouveau la fatigue et la somnolence et retourner te coucher. Ce sera plus rentable que de rester au lit avec l'énergie pour se battre. Donc sors de ton lit, t'as raison, et touche pas aux écrans, t'as raison. Bon, écoute, merci de me confirmer, en tout cas, que cette croyance, elle est plutôt bonne. On a parlé beaucoup de quantité de sommeil nécessaire. Et je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on calcule cette quantité de sommeil nécessaire. Tu vois, avec les montres connectées, les applications, des fois on nous balance des chiffres comme ça, et moi ça me fait un peu angoissé parce qu'on me dit voilà, j'ai un besoin de sommeil qui est de 8h15 et j'ai du mal à les faire de manière très concrète parce que la vie, parce que le stress des villes, enfin bref, peu importe, mais comment est-ce qu'on calcule son vrai besoin de sommeil? Je digresse et après je te réponds. Vas-y. Tu as raison, ce que tu décris s'appelle l'orthosomnie, c'est-à-dire l'angoisse avant d'aller se coucher en regardant ces objets connectés parce que justement il faut que je colle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oubliez les montres connectées, commencez par vous écouter, ce sera beaucoup plus pertinent. Et de toute façon, c'est jamais aussi efficace que votre ressenti et que ce qu'on a en laboratoire, que les éléments. Globalement, pour savoir comment tu dors, il faudrait mettre un capteur au-dessus de ton cerveau, sur le crâne. Là, c'est que des dérivés, ce que tu vas avoir dans le poignet. Donc, la fiabilité est quand même pas de 100%, quoi. C'est ça l'idée. Donc, laisse ta montre connectée de côté, dors comme tu le ressens. Alors maintenant, ta question, c'était de comment connaître, est-ce qu'il y a un protocole ou une façon de mesurer sa quantité de sommeil nécessaire de façon un peu précise? On a un protocole que l'on utilise, mais où ça demande un peu d'accompagnement, un peu d'investissement. C'est la règle de l'efficacité de sommeil. Je vais passer, ça c'est plutôt pour les patients qui souffrent d'insomnie, qui ont du mal à juger objectivement. Ce qu'on va préconiser aux patients, aux personnes en général d'ailleurs, c'est de s'observer à la fin de 15 jours à 3 semaines de vacances, sans contrainte. Parce que bon, si tous les matins tu t'es levé à 4 heures du matin pour aller faire ton excursion, ça biaise un peu le résultat, et sans trop de consommation d'alcool, parce que si tu augmentes ta consommation d'alcool pendant les vacances, ça va aussi changer la qualité de sommeil et la durée. Donc à la fin de 15 jours, 3 semaines, parce que la première semaine, on va estimer que tu pourrais augmenter tes temps de sommeil pour récupérer, et à la fin des 15 jours, normalement, tu es censé être stable. Ok, donc tu fais la moyenne sur tes 7 derniers jours de vacances, par exemple?
Globalement, c'est ça. Ok. Écoute, merci. Ça, je le savais pas. Tu vois, je testerai et je calculerai de manière assidue lors de mes prochaines vacances. 15 jours, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, pas tout de suite. Non, mais en plus, en été, est-ce qu'on dort moins, non Alors, je reviens sur la base physiologique. On est des animaux diurnes. On est régulé par la lumière. On peut observer une diminution du temps de sommeil, mais on est de l'ordre de 10 à 30 minutes l'été. Entre l'été et l'hiver ? Entre l'été et l'hiver, c'est ça. Ok. Parlons de la sieste. C'est le sujet que moi, en tout cas, m'a le plus surpris quand j'ai commencé Extraterrien il y a 6 ans maintenant. Un des outils que je voyais que tous les champions, toutes les championnes mettaient en place, en tout cas presque tous, certains ne le faisaient pas, mais quand même la grande majorité, notamment les sports d'endurance, les sports avec des gros volumes d'entraînement, j'ai vite remarqué que 100% faisaient la sieste. Certains 15 minutes, d'autres 1h30. Est-ce que, tu l'as mentionné tout à l'heure, naturellement, on a un endormissement qui arrive vers 14h pour le commun des mortels. Est-ce que tu recommandes la sieste pour les personnes qui ne sont pas des athlètes de haut niveau et qui ont une vie, on va dire, plutôt classique? Alors, globalement, il n'y a pas d'effet négatif à faire la sieste si on reste dans les 20 minutes. Au-delà, quand on reste dans les 20 minutes, on va se rafraîchir, on va être plus efficace, plus efficient sur le plan professionnel. Donc, c'est plutôt quelque chose de rentable, on va dire. On va se sentir mieux. Passer les 30 minutes, là, à l'inverse, on risque de partir dans le sommeil profond. Et la sortie du sommeil profond peut s'accompagner des difficultés dont on parlait tout à l'heure. Le brouillard, là, s'appelle l'ivresse de sommeil. Et dans ce cas-là, on est beaucoup moins productif parce qu'on a du mal à émerger. On va mettre du temps à retrouver, à remettre ses idées en place. Donc, il est plutôt préconisé 10 à 20 minutes de sieste, pas plus. Quand on arrive dans les 30, on commence à flirter avec cette ivresse de sommeil. Okay. Là, chez les navigateurs, quand on parlait d'1h30, on parle pas de sieste, on parle de récupération de temps de sommeil, comme on va avoir chez les travailleurs postés également. Mais c'est plus le même cadre. Il faut faire un cycle, carrément. C'est ça, 1h30. Et imaginons, je suis en stage d'entraînement, on se fait 1h30 de course à pied le matin, 1h30 de vélo le soir, et c'est ça tous les jours. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est OK si je fais une sieste de 1h, 1h30, parce que je travaille pas? Alors, le risque, encore une fois, on a parlé du temps de sommeil, mais le temps de sommeil, il est génétiquement déterminé, ce qui veut dire que globalement, si tu as besoin de 8 heures de sommeil, si tu viens dormir 1h30 l'après-midi, il y a un risque que le soir, tu ne dors plus que 6h30. C'est pour ça que les siestes trop longues peuvent être pénalisantes, et une sieste trop longue peut être utile pour une récupération. J'avais souvenir d'une équipe de foot, c'était à Valenciennes, ça avait été ma grande surprise. Ils se faisaient des siestes de 2-3 heures avant les matchs. Mais là, on n'était pas dans le même registre. Ils venaient jouer à 21h et ils devaient être au taquet jusque la fin du match. Donc là, ils essayaient justement de vider le stock d'adénosine pour être le plus en forme le soir, quoi. Ok. Donc, ils n'étaient pas engourdis avec 2-3 heures l'après-midi? Alors, ils avaient pris une certaine habitude, ils avaient un certain rituel, et c'était plutôt, alors là, c'était 1h30 à 2 heures de sommeil, et ça leur permet. Alors, moi, ma première réflexion, c'était qu'ils étaient peut-être aussi en privation de sommeil chronique pour réussir à faire ça. Parce que toi comme moi, pour réussir à faire 1h30 de sommeil l'après-midi, il faut en avoir le besoin, et la possibilité. Ça veut dire qu'il manque quelque chose quelque part. Donc, ils étaient aussi plus jeunes, donc il y a aussi peut-être certains qui étaient en privation quotidienne, quoi. C'était ça l'idée. Ok, intéressant. Donc si je comprends bien, aucun effet négatif sur des siestes courtes. Tout à fait. Vraiment. Et à partir du moment où on va faire des siestes plus longues, il y a un risque de se réveiller en sommeil profond et donc de vivre cette fameuse ivresse du sommeil. Donc c'est pas toujours recommandé, quoi. C'est ça, ou de générer une insomnie derrière, la nuit qui suit. Mais c'est vrai que dans le cadre des sportifs de haut niveau, beaucoup s'entraînent 2 fois par jour, donc on comprend logiquement le besoin de dormir entre les deux. Puis ils font, avec tout le respect que je leur dois, ils n'ont pas toujours des journées remplies en plus de ça, là où effectivement une personne qui a une vie de bureau avec des réunions stressantes, un effort cognitif, le brouillard est beaucoup moins accepté pour l'un que pour l'autre. Donc, oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier aussi que l'activité physique permet aussi d'être beaucoup plus efficient au travail. Ça ne doit pas être un frein d'aller bosser, d'aller faire du sport avant d'aller bosser. Au contraire, on sera plus en forme derrière et on aura une meilleure mémorisation et de meilleures capacités intellectuelles. Ouais. Est-ce que juste fermer les yeux avec
des petites musiques. Là, on entend de plus en plus là, des musiques de méditation qui permettent de couper un peu le cerveau. Juste fermer les yeux, ça repose et ça apaise. Alors, tout dépend ton train d'activité de la journée, mais effectivement, quand tu vas commencer à rentrer dans la méditation, tu vas commencer à observer au niveau électrique cérébral, au niveau électroencéphalographique, des ondes proches du sommeil lent léger de stade 1, justement. Donc, tu ne seras pas forcément dans un sommeil véritable, mais tu vas t'en approcher et tu vas commencer à avoir effectivement des bénéfices malgré tout. Donc oui, la méditation va être rentable, tout comme l'auto-hypnose, sur la perception de bien-être en tout cas. Ok. Je voulais t'amener sur le sujet un petit peu plus en profondeur sur le sujet des écrans. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un des fléaux pour le sommeil du 21e siècle, pour les dormeurs. On parlait un petit peu des enfants hors antenne juste avant de commencer. Est-ce qu'on a des preuves scientifiques ou des études qui montrent que l'apparition des écrans de manière générale a fait réduire notre temps de sommeil ou réduire sa qualité? Alors, je vais pas te répondre de cette façon. Je vais te citer les études. Globalement, c'est un baromètre santé qui avait montré en 2010 que les Français dormaient 7h13 en moyenne, soit presque une heure de moins qu'il y a 50 ans. Ensuite, tu as le baromètre santé 2005 et le baromètre santé 2025. Et là, tu vas avoir en 2005 46% des personnes interrogées qui se plaignaient de leur sommeil. Et 2025, on est de l'ordre de 66% très exactement. Donc c'est l'INPES, le baromètre santé. Et tu as l'IFOP qui a fait aussi son sondage. On est de l'ordre de 70%, 70, 66. Je veux dire, on est assez proche, c'est pas une aberration. Donc est-ce que réellement le sommeil, je peux te dire, est-ce qu'il est clairement réduit à cause des téléphones ? Je peux pas te le dire, mais c'est une des premières causes qui est invoquée. On a depuis ce moment le téléphone beaucoup plus utilisé entre 2005 et 2025. On a aussi les changements professionnels. Il commence à y avoir le télétravail. Donc du coup, les gens se déplacent moins, ont moins de relations sociales, moins d'activités physiques, plus d'écrans. Ça va jouer également. Il y a une différence sur les sondages IFOP entre 2019 et le post-Covid. Alors, il semble que la crise a aussi majoré le stress et l'anxiété généralisée, que ça puisse persister, la crise Covid. Alors, je trouve qu'on s'en éloigne. Je suis surpris que ça ait encore des traces, mais en tout cas, c'est encore une cause qui est donnée. Mais en tout cas, les études convergent pour dire que le téléphone portable a pu participer peut-être à la réduction du temps de sommeil, mais en tout cas, c'est clair, c'est démontré. Le téléphone portable utilisé dans les 2 heures avant d'aller se coucher va allonger notre moment pour nous endormir. Ça va augmenter la latence d'endormissement. Ça va favoriser les réveils pendant la nuit et ça va réduire le temps de sommeil de façon expérimentale ou de façon vie réelle. Ça, c'est montré. Ok. Tu as mentionné 2 heures. C'est un chiffre indicatif, c'est un chiffre qui a été prouvé, ou c'est pour, comme tu me disais, on en parlait en déjeunant juste avant, tu me disais, il y a les recommandations souhaitées et il y a les recommandations est-ce qu'on peut les mettre en place? On parlait plutôt pour les enfants. Est-ce que du coup ces 2 heures-là, c'est quoi? C'est pour s'adapter à nos rythmes de vie? Non, c'est en gros 2 heures. Si on voulait être beaucoup plus précis, ça dépendrait de la source de lumière utilisée, de la distance avec tes yeux, de l'environnement lumineux dans lequel tu es. De l'âge, j'imagine, la vue. C'est ça. Donc globalement, c'est 2 heures avant de pouvoir retrouver une sécrétion de mélatonine correcte derrière. C'est ça l'idée. Ok, hyper intéressant. Pour terminer le sujet des téléphones, quid des ondes? Tu vois, est-ce qu'il faut mettre son téléphone en mode avion? Est-ce qu'il faut le mettre dans une boîte en dehors de sa chambre? Je suis désolé pour la réponse ultra frustrante que je vais te faire. Je suis allé chercher du coup sur l'Organisation mondiale de la santé qui a commandé des études spécifiques sur l'impact des ondes des téléphones portables. Ils avaient commandé des méta-analyses et la conclusion, c'est nous ne pouvons conclure à la sécurité de ces dispositifs ni à leur dangerosité. Ils n'arrivent pas à conclure pour le moment. Donc scientifiquement, j'ai pas de réponse à te fournir à l'heure actuelle sur la dangerosité des ondes des téléphones. Bon, j'ai un complément de réponse, alors qui est peut-être un tout petit peu différent et qui est un petit peu éloigné, mais ça fait réfléchir quand même. C'est l'entreprise Packard Bell qui a fait faire des tests de QI à ses salariés en présence de téléphones éteints, retournés, présents sur la table, versus des tests de QI avec pas de téléphone visible. Et on observait quand même une perte
de QI moyenne juste par la présence du téléphone. La déduction des chercheurs qui ont fait cette étude-là, mine de rien, c'était sur 8000 salariés. Ouais, donc c'est quand même donc c'est quand même un chiffre assez significatif. C'était que la simple présence du téléphone pouvait avoir des perturbateurs psychologiques. Bon, c'est une déduction supposée. Par contre, ça, dans les études, c'est prouvé sur l'attente de la notification, du fait de rester en veille d'une éventuelle alerte de l'entourage. Le téléphone à côté va perturber le sommeil, mais pas par les ondes. La question, c'était sur les ondes. Non. Ça, je peux pas te répondre, mais sur l'attente qu'il va générer. Ok, mais ça, en tout cas, c'est hyper intéressant et je trouve on vit dans un monde assez surprenant, quoi, de se dire qu'on est troublé simplement par la vue d'un objet qui symbolise beaucoup de choses et un peu la connexion au monde. Okay. Donc, les quid aussi de la lumière bleue, pas lumière bleue. On voit des lunettes anti-lumière bleue sur les ordinateurs. Maintenant, on nous propose, voilà, exactement, on nous propose le fameux night shift. C'est recommandé, ça marche pas, c'est un peu pipeau, c'est du marketing. Il y a plusieurs questions dans ta question, donc je vais y répondre une par une. Donc d'abord, le filtre lumière bleue du dispositif, du device, smartphone, tablette ou ordinateur. Globalement, alors déjà, tu as une différence en fonction de la structure de la dalle. C'est-à-dire AMOLED versus LCD, l'AMOLED va plus réduire que le LCD. Après, ça va dépendre du logiciel utilisé par le fabricant de téléphone. C'est pas les mêmes, que ça soit une grande marque américaine ou une grande marque asiatique. Ensuite, ça va aussi dépendre de l'environnement lumineux dans lequel tu es. En tout cas, dans les études expérimentales, ça réduisait de 15 à 35% l'utilisation de ces éléments et on montrait que c'était pas suffisant pour avoir un impact suffisant sur la sécrétion de mélatonine. Donc, se dire, allez, c'est pas grave, je vais regarder mon téléphone en mettant mon night shift et je dormirai bien quand même, eh bien, ça ne te sert à toi à rien, parce que tu dormiras pas mieux. Par contre, le fabricant continuera à générer de la publicité et des revenus. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser. Bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est ce que j'expliquais. J'ai des ingénieurs, on a la centrale de Gravelines à côté de chez nous. C'est ce que je leur dis. Vous n'allez pas ne pas regarder l'alerte sur l'ordinateur parce que le docteur Lombard, il a dit qu'il fallait pas regarder l'ordinateur. On va pas laisser sauter la centrale parce qu'il faut pas regarder l'écran. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. Ensuite, on va voir du coup ta deuxième question, c'est les filtres sur les lunettes. Alors, c'est à la fois bien et à la fois très mauvais, au sens où si tu utilises... Alors, ces filtres, on montre une efficacité, selon les technologies utilisées, de filtration entre 50 et 60%, voire 80%. Ça dépend si c'est un filtre ajouté, si c'est teinté dans la masse, le dispositif utilisé. Par contre, si on l'utilise, c'est le soir. C'est ça qu'il faut expliquer. Et il ne faut pas ce genre de filtre la journée sur nos verres. Parce qu'à l'inverse, du coup, on est régulé par cette lumière. On va se retrouver, je vais le dire, dans un noir physiologique, vu qu'on n'aura plus accès à cette lumière. Et ça, c'est délétère sur le plan de l'humeur, notamment, et sur le plan de la régulation de notre horloge. Donc, les filtres sur les lunettes, oui, comme l'alcool, mais avec modération. Voilà, c'est que le soir. Il ne faut pas la journée sur les filtres de ce type-là. Bon, l'analogie est bonne, mais si tu compares avec l'alcool, vu que je bois plus, tu vois, enfin, je vois qu'il y a peut-être un petit danger quand même malgré tout. Merci pour ces précisions. Je pense que c'était hyper important. Un autre gros sujet qu'on voulait préparer. Dis-moi. Je te coupe sur l'alcool, on peut digresser, hein. Parce que du coup, globalement, l'alcool, ça peut être utilisé par certaines personnes pour faciliter l'endormissement. Alors, c'est pas faux, ça facilite l'endormissement, mais ça allège la qualité de sommeil, ça rend le sommeil moins réparateur, ça augmente les réveils en deuxième partie de nuit, ça augmente les levées pour aller aux toilettes, ça augmente le ronflement et l'apnée du sommeil. Donc, les gens qui essaient de se passer d'un somnifère en prenant un verre de vin, c'est pas une bonne solution. Allez plutôt voir votre médecin, c'était ça le message. Ok. Bon, tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on est un pays viticole avec une culture de l'alcool assez importante et on l'entend quand même encore très souvent dans les open space ou quoi. Bon, moi, un petit verre de vin, ça me détend et ça m'aide à dormir. C'est sûr que dit comme ça, c'est difficile de... Enfin, déjà, on sent qu'il y a une croyance quand même, mais c'est difficile de remettre en question cette croyance-là, parce que la personne pense que ça lui fait du bien pour sa santé, quoi. C'est ça. Enfin, je suis dans le Nord. Et à un moment, j'étais pas loin de Chimay, j'exerçais pas loin de Chimay, je me rappellerai toute ma vie de ce patient.
Moi, un somnifère, jamais. Mon docteur m'a dit de prendre 2 Duvel et tu dormiras bien. Effectivement, il buvait ses 2 Duvel tous les soirs, mais il avait un syndrome d'apnée du sommeil monstrueux à cause de ces 2 Duvel. C'est ça, là. D'accord. Ben, tu me fais encore une fois une passe décisive. Je voulais parler du gros sujet qui était l'apnée du sommeil. C'est un sujet, avant de m'y intéresser, je pensais que j'avais pas du tout ce sujet. Et puis, plus je m'y intéresse, plus j'ai l'impression que potentiellement ça me concerne un petit peu, partiellement. Et tu as fait la bonne connexion, c'est que j'ai vu, en tout cas je l'ai observé, les rares fois où ça pouvait m'arriver après un mariage, effectivement, quand je bois un petit peu, ça m'arrive en plus dans ces moments-là, des fois, de fumer 1 ou 2 cigarettes. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil et pourquoi l'alcool, notamment, va la favoriser? Ok, alors vaste sujet, on y va. Un gros sujet, vas-y, ouais. Alors, l'apnée du sommeil, de façon très simple, c'est une diminution de la respiration, alors qui va être liée globalement au passage de l'air dans les voies aériennes. De façon très schématique, quand on s'endort, nos muscles se relâchent. La langue est un muscle. Quand elle se relâche, elle vient chuter dans la gorge, progressivement fermer l'espace par lequel on respire. Donc, quand c'est partiellement, on appelle ça l'hypopnée. C'est comme si on respirait dans une paille, on finit par manquer d'air, on étouffe, on se réveille, et puis si on ne se réveille pas à ce moment-là, la langue continue de chuter, elle bloque complètement le passage de l'air, c'est l'apnée. Là, on étouffe complètement, notre cerveau ne nous laisse pas dans cette situation, il nous réveille quelques secondes, juste le temps que notre muscle reprenne son tonus, que notre langue reprenne sa place, et on re-respire et on se réendort. Donc les 2 premières conséquences de l'apnée du sommeil, physiologiquement, ça va être ce réveil et les baisses d'oxygène dans le sang possibles. Le premier stade du ronflement, le premier stade de l'apnée du sommeil, souvent on dit que c'est le ronflement. Le ronflement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'air comprimé dans les voies aériennes qui va faire entrer en turbulence les structures ORL avoisinantes. Et c'est juste une baisse de la respiration. Donc, petite baisse de la respiration au ronflement, plus grande baisse hypopnée et fermeture complète. On va arriver sur l'apnée. Donc il y a plusieurs stades d'apnée du sommeil. Non, c'est plutôt l'explication de la baisse du passage de l'air dans les voies aériennes. Ouais. Après, oui, on a plusieurs stades d'apnée du sommeil, léger, modéré ou sévère. Mais les causes, pour revenir à l'alcool, du coup, tout ce qui va favoriser la chute de la langue, eh bien, va favoriser l'apnée du sommeil. L'alcool est un dépresseur respiratoire, il va permettre le relâchement musculaire. Donc, il va favoriser le ronflement et l'apnée du sommeil. Tout ce qui va réduire le calibre de mes voies aériennes va participer également à favoriser l'apnée du sommeil. Le tabac, le reflux gastro-œsophagien, pour ceux qui ont beaucoup de remontées acides, les allergies et la rhinite chronique, par exemple, également. Le poids, c'est ce qui était le plus étudié. 60% des gens qui ont de l'apnée sont en surpoids. Pourquoi ? Parce que quand on prend du poids, on en prend au niveau du ventre, des joues et de la langue prend plus de place et vient donc chuter plus vite, entre guillemets. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a une évolution de l'espèce humaine. On aime bien dire en médecine que la fonction fait l'organe. On a des téléphones portables, du coup nos pouces s'allongent. L'espèce a des pouces qui sont plus longs qu'il y a 50 ans. Et de la même façon, on mange beaucoup moins de viande rouge, on mange plus de viande crue ou très peu, plus de viande blanche, plus mou. On a des tétines quand on est enfant, on a des biberons, et donc du coup la mâchoire se développe différemment. Les mâchoires sont plus courtes et moins musclées, et moins musclées qu'auparavant. Sauf que la langue, elle est grossièrement dans une boîte à langue. Cette boîte à langue, elle est plus étroite. La langue, elle, n'est pas impactée. Elle est donc refoulée dans nos voies aériennes. Et c'est ainsi qu'on a plus de syndrome. On a l'impression, en tout cas, d'avoir plus de syndrome d'apnée du sommeil à l'heure actuelle. Au-delà du fait qu'on les dépiste plus vite et mieux, et qu'on s'y intéresse plus, on pense aussi qu'il y a une évolution de l'espèce liée au développement de la mâchoire qui est un peu moindre par rapport à avant. Oui, vas-y. Du coup, pour continuer, les études sur le sujet, en 2005, je crois, on disait qu'on était de l'ordre de 5% de la population qui était touchée. En 2015, l'une des études qui est les plus proches de nous, c'est la cohorte Hypnolos, cohorte de Lausanne, du professeur Heinzer, et qui montre que 50% des hommes de plus de 40 ans ont de l'apnée du sommeil et 23% des femmes. Et quand on arrive sur les stades sévères, c'est plutôt 22% des hommes de plus de 40 ans et 8% des femmes. L'INSERM te dit plutôt 8% des 25-45, 20% des 45-65
Et 30% des plus de 65, c'est énorme. Enfin, globalement, quand t'es un homme, à 40 ans, tu dois aller chercher une paire de lunettes et un masque pour l'apnée du sommeil, quoi. Ne reprends pas l'alcool. Voilà. Ouais, bah, ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Pourquoi en vieillissant, on observe de plus en plus d'apnée du sommeil ? C'est parce qu'on prend du poids ? Est-ce que c'est parce qu'on dort différemment ? Qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir plusieurs sujets. Effectivement, il va y avoir la possible prise de poids. Il va y avoir aussi on a quand même une plus grande souplesse qui s'installe. Hein. Donc, les rides en sont les premiers signes. Ce qu'on appelle les dermatocalasis aussi. Donc, on a la paupière qui va chuter un peu plus. Et du coup, les tissus auront plutôt tendance à chuter, à se relâcher plus facilement et à favoriser l'apnée du sommeil. Ok, d'accord. Quelles peuvent être les conséquences ? On va pas rentrer dans du drama et aggraver les choses, mais pour une personne moyenne qui a atteint d'apnée du sommeil, quelles peuvent être les conséquences ? Alors, je vais revenir un peu dans mon bureau. Globalement, j'ai 2 types de patients qui rentrent dans mon bureau. J'ai ceux qui me sont envoyés justement par mes confrères parce qu'ils ont déjà eu un souci. Effectivement, l'apnée du sommeil, c'est facteur de risque d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles du rythme cardiaque, d'hypertension, de diabète, de glaucome aussi. Donc tous ces patients-là qui ont déjà eu des difficultés peuvent m'être envoyés par le spécialiste en question. Et donc, c'est des conséquences possibles de l'apnée du sommeil. C'est déjà des causes importantes. Donc la mort subite en fait partie et la mortalité augmentée, toutes causes confondues, en fait partie. Et après, j'ai l'autre partie des patients qui vont venir. Alors certains poussés par leur épouse en disant « ils ronflent, faites quelque chose ». Et après, au niveau des plaintes, pour les hommes, ça va être plutôt, chez tout le monde d'ailleurs, c'est les levées pour aller aux toilettes très fréquents, les réveils fréquents. On va voir les maux de tête, les sueurs la nuit, les maux de tête au réveil, la fatigue, la somnolence, les cauchemars. Et même parfois, alors ça je le mets avec beaucoup de guillemets, mais les douleurs thoraciques nocturnes, quand le bilan cardiologique est négatif, peuvent s'intégrer dans le syndrome d'apnée du sommeil aussi, dans les plaintes de syndrome d'apnée du sommeil. Donc j'en déduis après que c'est des patients qui vont avoir un sommeil bien moins réparateur et de moins bonne qualité. Exactement. J'imagine qu'ils vont être fatigués ou qui vont vivre cette somnolence durant la journée. Cette somnolence, elle est due aux nombreux réveils ou est-ce qu'elle est due à l'augmentation du taux de CO2 dans le sang parce qu'on est moins bien oxygéné ou c'est un mélange des deux, on peut pas vraiment le dissocier? Alors effectivement, j'ai longtemps cru comme ma concierge que c'était la baisse d'oxygène dans le sang qui faisait la difficulté. Et en fait, on n'a pas de grosses études qui nous le prouvent. Par contre, le micro-éveil, l'altération du sommeil, dis-toi qu'un syndrome d'apnée du sommeil sévère, c'est 30 apnées par heure, ça veut dire un réveil toutes les 2 minutes. On peut comprendre qu'en se réveillant toutes les 2 minutes, le sommeil soit pas réparateur. Tu as déjà vu des patients se réveiller plusieurs fois par heure c'est mon quotidien. Donc oui, c'est des gens qui arrivent en difficulté et qui voient la différence facilement avec ce traitement qui peut paraître de prime abord contraignant, mais quand on retrouve un sommeil de qualité, est plutôt un allié qu'un ennemi. Ok. Bon, écoute, merci pour ce sujet. Le tout dernier sujet que je voulais, avant de clôturer cet épisode, c'est un sujet d'ailleurs dont j'ai jamais entendu parler dans aucun autre podcast, et c'est un peu toi qui me l'a soufflé. C'est le syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce que c'est que le syndrome des jambes sans repos ? Je reviens juste avant sur les spécificités de certaines pathologies avec les sportifs. Eh bien, ce syndrome d'apnée du sommeil, il y a pas mal de grands sportifs qui en ont en fait. Alors c'est pas toujours connu, mais il y en a pas mal. Et notamment dans le football américain et dans le rugby français, on a eu pas mal d'études où les premières lignes qui ont un cou court trapu sont souvent appareillées pour leur syndrome d'apnée du sommeil. Et les grands footballeurs américains publient sur le sujet. Donc pour les sportifs, ils n'en sont pas exempts. Le sport est un traitement, mais ils ne sont pas exempts de syndrome d'apnée. J'imagine dans tous les sports où il y a besoin d'avoir un cou très musclé et des cervicales. Donc même les sports de combat aussi, j'imagine, les judokas potentiellement. Moi, je n'en ai pas vu personnellement, j'ai pas vu d'études sur le sujet, mais au cabinet, j'ai vu des haltérophiles et en fonction de leur entraînement, on voyait le nombre d'apnées qui oscillait quand ils étaient vraiment en phase préparatoire pour des grosses manifestations, ça flambait quoi. Ok. Puis j'imagine si le nez est déformé,
par la boxe ou quoi, c'est un C'est un facteur. facteur aggravant. C'est pas un facteur qui va le créer, mais c'est un facteur aggravant de la dépression Quelqu'un qui a déjà qui va favoriser l'apnée. Ok. Et donc du coup, pareil chez nos marathoniens, globalement, le syndrome des jambes sans repos, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a du mal à l'expliquer, ce serait compliqué à expliquer en tout cas sur un plan physiologique, mais globalement, c'est un mauvais message qui est envoyé par le nerf des membres inférieurs au cerveau. Le messager, c'est le fer, donc la première cause, ça va être le manque de fer. Le message, c'est la dopamine, donc on en parlait tout à l'heure. Comment ça se manifeste ? Eh bien, ce sont des personnes qui vont se plaindre d'avoir le besoin de bouger les jambes. Surtout le soir, que au repos, et c'est soulagé par le mouvement. Alors globalement, c'est des gens qui sont un peu pénibles dans le canapé, c'est des gens qui vont se lever 15 fois pour aller aux toilettes quand ils sont au restaurant, mais en fait, ils doivent pas aller uriner, c'est juste que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour aller marcher. Des gens au cinéma qui arrêtent pas de se lever et qui sont en difficulté, même en voiture, parce qu'il faut qu'ils bougent, ils peuvent pas rester dans cette position-là. Alors la proportion, on est de l'ordre de 8% de la population qui est touchée par cette maladie, alors que l'activité physique modérée est conseillée dans cette maladie. Eh bien, l'activité physique intense retrouvée chez les marathoniens entraînerait plus de syndrome des jambes sans repos. Donc les marathoniens ont plus de syndrome des jambes sans repos, autour de 13% par rapport à la population, générale. Donc les symptômes, c'est avoir la bougeotte, avoir du mal à rester assis, un peu plus le soir. Et est-ce que ça intervient durant le sommeil aussi ? Alors, ça peut... de façon très compréhensible, si tu dois aller courir autour de ton lit pour soulager tes jambes au moment de t'endormir, ça va retarder l'endormissement. Mais ça peut aussi survenir lors des phases de réveil pendant le sommeil, donc ça devient compliqué de se réendormir. Et ce syndrome des jambes sans repos, il a un petit cousin qu'on appelle le syndrome des mouvements périodiques, auquel il s'associe souvent. C'est juste les jambes qui vont bouger toutes seules pendant la nuit, à intervalles réguliers. Et ces mouvements peuvent générer des éveils. Donc ça peut donc du coup créer aussi des réveils la nuit chez les patients qui en sont atteints. Ok. Est-ce qu'il y a des traitements ou des façons de pouvoir traiter ce syndrome des jambes ? La première des choses, c'est l'hygiène de vie. Donc attention aux excitants, tout ce qui va être café, thé, coca va le favoriser. Attention au manque d'activité physique ou à l'activité physique trop intense. Et tout ce qui va augmenter la fatigue et la somnolence va l'aggraver également. Donc la privation de sommeil, l'apnée du sommeil. Et encore une fois, dans les toxiques, on a oublié d'en parler, mais l'alcool est un gros pourvoyeur de sensations désagréables dans les jambes, encore plus le vin blanc et le champagne, par exemple. D'accord, ok. Mais il n'y a pas de traitement médicamenteux Alors, les traitements médicamenteux, on va voir globalement plusieurs classes. Les 2 premières classes de médicaments qu'on va utiliser, c'est des antiépileptiques et des agonistes dopaminergiques. Donc un qu'on met pour l'épilepsie, l'autre qu'on met dans la maladie de Parkinson, et qui ont aussi une autorisation de mise sur le marché spécifique pour le syndrome des jambes sans repos. Et dans des cas un peu plus extrêmes, on peut même arriver au morphinique quand les gens n'en peuvent plus, quoi. À quel moment on peut être sûr qu'on a vraiment la pathologie ? Parce que tu vois, quand tu me l'as fait découvrir, je me suis dit, moi je suis un hyperactif, je bouge tout le temps, tu dois le voir, j'ai du mal à me tenir sur le canapé. Le cinéma, j'y prends pas de plaisir parce qu'effectivement j'ai vite mal aux jambes, mal au dos. À partir de quel moment ça devient... moi je me disais, c'est juste parce que je suis hyperactif et que j'ai envie de bouger en fait finalement. Alors, à quel moment... est-ce qu'il y a des passerelles entre l'hyperactivité et le syndrome ce syndrome des jambes sans repos, et comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Alors, je d'abord te répondre sur le sentiment. En fait, les patients, quand je leur dis est-ce que vous avez des sensations désagréables dans les jambes, peut-être un peu, et souvent je leur dis là maintenant vous ne bougez plus, et si je vous demande de plus bouger, qu'est-ce qui se passe ? Là, ils te regardent tous et quand même, ça, et puis ils savent pas te l'expliquer, mais il y a un truc qui se passe dans les jambes. C'est souvent, il y a un inconfort, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le syndrome des jambes sans repos. L'hyperactivité, alors je vais te répondre différemment, pas forcément le syndrome de jambes sans repos, mais tout ce qui va participer à altérer le sommeil peut participer à créer un trouble déficit attention-hyperactivité. Alors, l'idée, c'est à l'heure actuelle, on a montré chez les enfants, en tout cas, que dans 80% des troubles déficit hyperactivité que l'on suspectait, eh bien, c'était pas ça. C'était des troubles du sommeil. Un enfant, quand tu as passé son heure de coucher, il va pas forcément piquer du nez, ça va devenir une pile qui va faire n'importe quoi et qui va courir dans tous les sens. Eh bien, si tu le mets en privation de sommeil chronique, il sera toujours dans cette situation
pour se stimuler. Et donc là, le problème, c'est un déficit de sommeil au départ. Alors, les explications, ça peut être l'apnée du sommeil aussi chez l'enfant, ça peut être le syndrome des jambes sans repos, ça peut être tout simplement un temps de sommeil trop court pour tout un tas de raisons. Donc oui, il y a une passerelle entre le sommeil et l'hyperactivité. Ok. Bon, bah écoute, je vais continuer de m'informer là-dessus. Tu vois, j'ai fait le test de pas bouger les jambes et j'ai ressenti des trucs un peu bizarres. Mais effectivement, cette envie de bouger et un peu de gesticuler, quoi. Bah écoute, merci infiniment. Je crois qu'on a bien fait le tour, hein. Je me suis régalé dans cet épisode. Il y avait beaucoup de références sportives. Merci beaucoup parce qu'on a passé un peu de temps à le préparer ensemble et il y avait beaucoup de références, que ça soit avec les marins, avec des footballeurs, avec des études que tu as pu lire et avec aussi tous les sports d'endurance. Donc je pense qu'on a tout à fait parlé à nos auditrices et à nos auditeurs. Donc merci pour ce temps et merci pour la précision vraiment de l'information qu'on a eue aujourd'hui. Je t'en remercie vraiment chaleureusement. Bah merci à toi, merci de me permettre d'échanger sur ce sujet et de diffuser l'information. Tu verras que probablement ça permettra à certaines personnes de se prendre en charge et c'est ça l'objectif pour moi en tout cas et je te remercie de m'avoir permis d'échanger sur le sujet. Bien sûr. Où est-ce qu'on peut rediriger d'ailleurs les personnes qui veulent aller plus loin, qui se demandent s'il y a un sujet qu'on a abordé aujourd'hui, qui ont des troubles et des pathologies du sommeil? C'est quoi le premier réflexe Quand t'as mal au ventre, tu vas voir ton médecin traitant. Entre guillemets, quand t'es fatigué ou que tu sais pas dormir, commence par aller voir le médecin traitant. Voilà. De la même façon, il saura t'aiguiller sur la bonne personne en fonction. Et pour aller faire des recherches plus poussées, il y a un site qui s'appelle SFRMS, c'est Société Française Recherche Médecine Sommeil. Et là, ils peuvent mentionner les centres plus spécialisés, mais les délais sont souvent très longs. Ok. Bon bah écoute, merci infiniment. Je termine avec ma petite parenthèse de youtubeur. Déjà, merci à tous, merci à toutes d'être encore ici. Si vous êtes encore là, c'est très probablement que vous avez adoré l'épisode. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit commentaire, avec un like ou à partager l'épisode sur Instagram. Vous pouvez nous taguer, on se fera un grand plaisir de vous repartager en story. Également, si vous avez des questions, je sais que souvent il y en a, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera de passer dessus, on pourra les envoyer à Rémi, prendre un petit moment pour voir s'il y a des questions qui valent la peine, de refaire un épisode ou vous répondre rapidement peut-être avec de l'information complémentaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas, ne restez pas avec des questions sans réponse. On est là pour ça, on a envie aussi de s'entraider. C'est ça aussi un petit peu l'esprit du sport. Et puis également, un grand merci à Wopilo qui a rendu cet épisode possible. Et je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez envie de vous renseigner sur leurs produits. Et puis moi j'ai beaucoup parlé là déjà, donc je vous remercie encore une fois d'être arrivé jusqu'ici et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. Ciao. Merci Rémi. Merci à toi. Il était génial cet épisode, vous ne trouvez pas? Moi, je me suis régalé et j'espère que vous aussi. Encore un grand merci à notre partenaire Wopilo, la marque française qui révolutionne vos matelas et vos oreillers. Allez regarder leurs produits sur leur site et si ça vous plaît, vous avez le code EXTRA10 pour bénéficier de 10% de remise. Merci encore pour votre fidélité au podcast et à très vite.